voulais d'abord bénéficier et ensuite j'ai pris des responsabilités dans ce cadre-là. Et donc c'est par reconnaissance pour mon engagement associatif qu'on m'a proposé d'être candidate aux élections régionales en 2015 et ensuite j'ai pris conscience de l'importance de trouver des formes qui permettent à plus de gens de s'engager en politique, puisqu'aujourd'hui il me semblait que ça manquait de jeunesse, ça manquait de diversité dans les bancs de l'Assemblée régionale et donc je me suis engagée dans des mouvements citoyens, notamment Côté Collectif qui a gagné les élections à Châtillon. Du coup, vous pensez que dans le monde associatif, il ne suffit pas. Oui, désolée, parce que oui, je suis désolée, je sens que vous m'entendez pas. Merci beaucoup. Du coup, je disais que, est-ce que vous pensez du coup qu'il y a, dans le monde associatif, on a besoin, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui dans les associations, il y a besoin de s'investir et d'être militant politique pour faire avancer, de se dépasser le monde associatif pour commencer à militer politiquement? Non, je pense vraiment qu'on a besoin de toutes les sphères d'engagement pour faire avancer les choses. Il ne faut pas opposer, à mon sens, le politique, l'engagement militant associatif, le juridique, l'économique. On a besoin de toutes ces sphères-là pour faire avancer les sujets les sujets climatiques en l'occurrence. Et donc je sais très bien qu'il y a des gens à qui l'engagement politique ne convient pas. C'est pas grave, ce qui compte c'est de ne pas s'opposer les uns les autres. Parfois voilà, il y a des tensions entre le milieu politique et le milieu associatif, quand bien même on est tous engagés dans la même direction. Voilà, je pense qu'il faut coopérer autant que possible, mais c'est avec toutes ces formes d'engagement-là qu'on réussira à relever les défis. Et on voit bien avec cette COP notamment que les engagements politiques des États ne suffisent pas. C'est important, ça reste légitime ces rendez-vous-là, mais ça ne suffit pas à engager la mobilisation dont on a besoin pour répondre à la hauteur des enjeux. Du coup, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que du coup vous pensez que davantage de décentralisation ça permettrait d'être plus efficace dans l'atteinte des objectifs ou est-ce que ce serait juste quelque chose qu'on idéalise mais qui n'est pas forcément plus efficace parce que ce sera un éparpillement en soi des forces? Là encore, je pense qu'il ne faut pas opposer les échelles entre elles, je pense vraiment qu'il faut les deux. Aujourd'hui, le changement climatique, c'est une crise mondiale et ce serait illusoire de se dire qu'on peut s'en sortir uniquement avec des actions de colibri au niveau des collectivités. On a besoin de décisions internationales fortes, c'est pour ça vraiment que je crois en le format des COP, malgré tout ce qu'on peut entendre de négatif. Et là où les collectivités sont importantes, c'est que déjà, les accords au niveau des COP, ce sont des chiffres, ce sont des engagements. Qui est-ce qui les met en œuvre? C'est nous, concrètement. Et puis on est aussi l'échelle, enfin en tout cas les mairies, on est l'échelle la plus proche des gens. Et il y a beaucoup, l'écologie, la lutte contre le changement climatique, c'est beaucoup une question de culture. Et ça se passe par du subjectif, par de l'humain au niveau local. Et c'est parce qu'on aura une mairie exemplaire, c'est parce qu'on aura des élus engagés qui communiquent sur ce qu'ils font, qu'on changera des pratiques aussi au niveau individuel, au niveau des entreprises, de nos territoires. Donc il faut les deux. Et je pense, vraiment l'un des messages aussi que j'ai porté lors de cette COP, c'est de dire qu'on est non seulement utile, mais notre parole en tant que collectivité, elle mérite particulièrement d'être entendue parce qu'on est en première ligne des conséquences du changement climatique. On dit beaucoup qu'on est en première ligne pour agir sous l'angle positif, mais lorsque les décisions qui ne sont pas prises ici, c'est nous qui aurons à en gérer les conséquences demain. Lorsqu'il y a des crises, des incendies, des inondations, etc., c'est les maires qui gèrent en fait. C'est nous avec nos équipes, et encore moi j'ai la chance à Poitiers de ne pas avoir été touchée de manière importante, mais lorsqu'il y a des inondations dans les Cévennes, etc., ce sont les maires qui gèrent. Et demain, les questions d'adaptation, c'est nous aussi qui aurons à les gérer, c'est pas les dirigeants au niveau de la COP. Il y a vraiment une urgence de franchir le pas depuis l'atténuation vers l'adaptation. Ça a du mal à passer parce que c'est un peu un aveu d'échec. Et en même temps, nous, on a le point de vue lucide à hauteur des gens et l'adaptation, c'est déjà une réalité pour plein de pays, en France, mais surtout pour des pays plus vulnérables dans le monde. Et est-ce que vous pensez que c'est quoi l'impact que vont avoir les décisions qui sont prises à la COP sur les politiques territoriales? Alors c'est assez loin, c'est vrai. Alors, et c'est assez loin et les enjeux sont différents selon les zones du monde. Par exemple, l'un des enjeux de cette COP, c'est d'obtenir enfin l'engagement du fameux fonds vert de 100 milliards d'euros qui avait été promis à la COP de 2009, qui n'a jamais été dépensé. Enfin, la somme n'a jamais été réunie, donc il n'a jamais été dépensé. Et ce fonds vert, il va en priorité vers les collectivités les plus vulnérables, les pays les plus vulnérables. Donc pour elles, là, il y a un énorme enjeu sur le soutien financier et derrière le soutien humain, l'ingénierie qu'elles peuvent avoir. Voilà, c'est ça, un exemple parmi d'autres. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce qu'on appelle les NDC, c'est-à-dire les engagements nationaux, ils soient forcément mis en cohérence avec nos plans d'action locaux, par exemple les PCAET, les plans climat et énergie. Aujourd'hui, on ne demande pas automatiquement que ce soit aligné. Or, ça tombe sous le sens pour moi. Enfin,
non seulement, ce que je veux dire, c'est que non seulement ici on demande des engagements forts, mais on demande qu'ils soient contraignants pour nous en tant que collectivité. On demande des cadres d'action qui nous guident en fait sur comment est-ce qu'on peut agir le plus efficacement possible. Et après, il y a des enjeux plus... Il y a aussi d'autres enjeux qui sont à la fois plus symboliques. Par exemple, là, le petit combat, la bataille qu'on a menée ces derniers jours, c'est de faire en sorte que les collectivités soient mentionnées dans le préambule du texte de l'accord. Elles n'étaient même pas mentionnées. Elle l'était lors de l'accord de Paris, donc on pensait que c'était gravé dans le marbre en disant voilà, les échelles locales, maintenant ça y est, c'est des acteurs incontournables. Là, dans le brouillon qui est sorti, ça n'y est pas. Et donc, ne serait-ce que faire reconnaître la place des collectivités, c'est un combat. Et puis il y a des enjeux, alors là, le complètement plus technique, par exemple, le ski block, c'est l'article 6. Parmi les ski blocks, c'est la fameuse article 6 de l'accord de Paris sur les marchés carbone. Comment est-ce qu'on peut, en gros, par le marché, faire en sorte que ceux qui émettent trop achètent des bons qui permettent à ceux qui émettent, enfin, qui font des efforts particuliers d'en bénéficier. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros, une régulation par le marché des questions d'émissions carbone. L'enjeu se pose sur arriver à mettre en place un système entre États, mais aussi de pouvoir permettre aux collectivités d'en bénéficier. Aujourd'hui, on n'est pas mentionné non plus. Or, si jamais un système vertueux arrive à se mettre en place, nous, on ne serait pas du tout contre avoir un système institutionnel de compensation de nos émissions résiduelles. Donc, bon, là, c'est assez technique. En gros, oui, il y a des enjeux pour les collectivités, des enjeux symboliques, des enjeux globaux et des enjeux techniques globaux. Quand vous venez à la COP, déjà, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé quand vous restez pour combien de jours? Et ensuite aussi, c'est quoi justement vos moyens d'action pour essayer de pousser, par exemple, le fait que les collectivités soient mentionnées, comment vous agissez un peu à la COP? Alors, je suis là pour 3 jours complets, on va dire. Hier, vous savez, il y a des journées thématiques pendant la COP, et hier c'était Cities Day, donc c'était la journée des collectivités, donc je suis arrivée un jour avant pour faire pas mal de rencontres et prendre le pouls, et aujourd'hui je vais rester parce que je voulais être présente au moment des annonces, et puis en profiter pour rencontrer dans un ambiance un peu plus posé des personnes, notamment des jeunes. Et donc aujourd'hui je ne suis pas là en tant que maire de Poitiers en fait, je suis là en tant que représentante d'un réseau qui s'appelle Cités et Gouvernements Locaux Unis. C'est l'association internationale qui regroupe plus de 240 000 collectivités, donc en gros qui porte la parole des collectivités à l'échelle mondiale. Et donc ça me donne un mandat fort. On a travaillé un plaidoyer sur les questions que j'ai évoquées, sur la légitimité de collectivités en tant que pour prendre la parole, l'urgence d'avoir les moyens sur les questions d'adaptation, d'atténuation, et puis un message de solidarité aussi. Et ce message-là, ce qui est important, c'est d'aller le porter dans des sphères différentes. J'ai eu l'occasion de faire un side event avec des représentants de l'Union européenne, par exemple. Et surtout, hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général de l'ONU, au nom justement du réseau que je représente, pour porter ce plaidoyer-là et pour lui demander de nous soutenir dans nos demandes envers les parties qui sont en train de négocier sur la reconnaissance du rôle des collectivités aujourd'hui et demain. On a aussi parlé de la COP27, par exemple, avec le secrétaire général de l'ONU. Et il s'est engagé en tout cas dans les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire que si cette COP-là est faible dans les engagements qui en ressortent, ça va conduire à donner plus de place aux collectivités demain dans la préparation des COP, parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est beaucoup préparé depuis plusieurs mois, et aussi dans les COP au final. Et aussi, pour finir sur quels sont les moyens d'agir, vraiment, les COP, c'est un rendez-vous entre États. Donc, qu'est-ce qui a le pouvoir, qu'est-ce qui a la plume? Ce sont les délégations nationales. Et donc, on est rentré en contact avec la délégation française pour lui demander d'appuyer ce point-là, et notamment le fait que les collectivités soient mentionnées dans le texte. Et on n'a toujours pas la réponse. Hier, on s'est activé pour faire en sorte que ce soit pris en compte, et aujourd'hui, ce matin, on a eu la réponse, c'est en partie pris en compte dans le texte final. Donc, ça peut sembler symbolique, et en même temps, ça veut dire qu'on est là, et donc c'est parce qu'on est là qu'on pèse. Sinon, si on n'était pas là, personne n'aurait dit ça. Et puis, il y a aussi ça c'est peut-être plus subjectif, mais je suis aussi consciente du fait que j'ai été désignée pour porter la parole à cette délégation, parce que je représente une nouvelle génération politique. Et c'est important, ça rejoint la question, je ne sais plus qui est-ce qui l'a posée au début, mais de montrer il peut aussi y avoir des alliances entre les mouvements de jeunesse qui se mobilisent pour le climat et les politiques, et même il faut qu'il y ait des alliances, parce que souvent moi j'entends les mouvements climat dire les politiques font pas assez, mais plus ça va, plus il faut se dire que tous les politiques sont pas pareils en fait, et il faut qu'on s'allie en fait pour faire avancer les batailles pour le climat, quoi. Jeune génération, c'est aussi en politique, c'est pas que dans la rue. Comment
est-ce que vous envisageriez ces alliances? Qu'est-ce que vous attendriez de la jeunesse? Alors, moi, il y a quelque chose. Ce qu'on défend, et d'ailleurs Zoé est élue avec moi en charge de la coopération internationale, tu as 21 ans 22, enfin bon, bref, on a une très jeune équipe à Poitiers. Et pendant des années, j'ai entendu des politiques dire c'est important de donner la parole aux jeunes. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Les jeunes, ce qu'il faut, c'est donc pas leur donner la parole, c'est les mettre en responsabilité en fait. C'est vraiment faire en sorte qu'on trouve les formes politiques qui permettent de renouveler les politiques aux responsabilités. Là, je fais pas tout, hein. Il y a des jeunes ringards. Enfin voilà, il y a des jeunes qui sont... Tous les jeunes ne sont pas engagés pour le climat. En même temps, je pense vraiment qu'on a des enjeux qui sont générationnels. C'est pas les mêmes perspectives pour nous que pour la génération politique de nos parents. Et voilà, pour moi, les alliances, elles se construisent là-dedans, c'est de faire bouger les organisations et les systèmes politiques pour donner envie aux jeunes de s'y engager et de prendre des responsabilités dans ces sphères décisionnaires-là. Ça passe aussi par le fait d'entretenir un dialogue en confiance. Voilà, aujourd'hui je vous rencontre, ça me semble important pour moi, enfin je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est important. À Poitiers, avant de partir, j'ai réuni aussi des jeunes engagés pour le climat dans différents espaces pour montrer qu'on peut se mobiliser ensemble en fait, entretenir un dialogue et au final mettre nos énergies dans le même sens. Et du coup justement, nous on a aussi fait le constat qu'ici on vient de grandes écoles, on est assez déjà engagés, assez sensibilisés, on a aussi une certaine voilà tout ça. Et du coup, comment vous faites à Poitiers ou est-ce que vous avez une volonté aussi d'essayer d'aller chercher d'autres jeunes qui peuvent être justement engagés ou au moins sensibilisés de différentes manières, mais d'aller les chercher parce que nous on est déjà là, certains d'entre nous sont aussi engagés en politique déjà, donc on est déjà vraiment dans ce truc-là et d'aller les chercher pour apporter cette diversité aussi dans la jeunesse. Oui, vous avez raison, il faut construire des alliances avec la jeunesse, mais avec toute la jeunesse, enfin avec la jeunesse. Entre jeunes, je dirais, je me permets encore de le dire en tout cas, avec tous les jeunes, parce que c'est vrai que la jeunesse mobilisée pour le climat, c'est important de donner confiance en l'action politique, mais il y a plein de jeunes qui ne se sentent pas partie prenante tout court de la marche du monde en fait. Ouais, à Poitiers, on a une attention particulière sur la jeunesse des quartiers, notamment, qui est touchée de plein fouet qui ressent moins aujourd'hui l'urgence climatique parce qu'elle est plus touchée par des problématiques sociales, des problématiques économiques, des manques de perspectives par rapport au futur. Et souvent, elles sont aussi exclues des lieux de décision. Et voilà, raccrocher les jeunes à la politique, ça veut aussi dire raccrocher les jeunes qui sont dans des milieux où rien n'encourage à la prise de responsabilité politique. Donc oui, on va aller chercher, je dirais pas que c'est simple, on a réussi, je pense, à mobiliser pendant notre campagne parce qu'on était dans un dialogue sincère et que moi ça... Bah oui. C'est des chouettes souvenirs. Ouais, c'est chouette. Non, mais en fait, on part en termes de stratégie, moi je pense que le faire ensemble fonde le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas simplement parce qu'on dialoguera, mais c'est parce qu'on fera des choses ensemble que la confiance sera là et que voilà, on entretiendra des partenariats de long terme. Donc par exemple, on a organisé la fête de la musique avec des jeunes des quartiers, c'était super quoi. Et c'est parce qu'on a montré qu'on était capable de se mettre tous au même niveau, autour d'une même table, qu'on a donné confiance en les politiques. Et aujourd'hui, c'est un peu dur de maintenir. Ça demande de se réinventer en permanence en fait, parce que les aspirations ne sont pas spontanément tournées vers les politiques. Il faut montrer ce qu'on fait pour eux. Est-ce que je peux vous dire juste, moi je viens avec 160 bénévoles de la fresque du climat, vous connaissez? Oui. D'accord. On est 160 Français bénévoles à être venus massivement, zone super, bleue, zone verte. Et en fait, l'association, c'est un jeu qui dure 3 heures, il y a des cartes et on fresque beaucoup en université, en école. Fresquer, c'est faire un atelier de 3 heures avec des cartes pour comprendre en fait ce que c'est que le rapport du GIEC, mais en atelier participatif, et c'est un super outil de sensibilisation et en fait c'est un succès massif international. On fresque toutes les universités et mondiales. Et du coup, voilà. C'est marrant, c'est parce que la semaine dernière, j'ai reçu des jeunes de l'école d'ingénieurs de Poitiers. Et eux ont été formés, ils ont vécu la fresque, ils ont été formés, et nous on l'a pas été, donc dans quelques semaines ils vont venir former les élus de Poitiers pour faire vivre une session fresque aux élus de Poitiers et à nos équipes techniques si on y arrive. Moi je fresque à la mairie du 9e à Paris,
On a en fait deux gros événements, c'est les rentrées climat. C'est les rentrées climat, c'est les étudiants. Et le mandat du climat, c'est les mairies, les collectivités locales. Voilà. Et C'est chouette que le rapport s'inverse, c'est nous qui sommes formés. Ouais, c'est les deux. Ouais. Mais le président de l'association est là. Si ça vous intéresse. Ah, ben avec plaisir. Maintenant tout de suite, je vais leur consacrer le temps qui demande, mais vous êtes juste là de toute façon. Oui, on est là. Vous restez là. Ouais, mais je lui dis de venir. C'est vous. En fait, c'est eux qui vous Il y a encore quelques questions. Non, mais pas tout de suite, hein, le temps que. Pardon, On reste dans le corps, vous inquiétez en pas. tout cas, dans la thématique éducation, en fait, c'est un outil qui est massif. Enfin, Tout se fait skier de toute façon ici. hier, On a tous fait la presque avec d'animateur tous ces fresquiers là. Mais c'est un succès international. Nous, on est. Moi, je suis pas fresqueur. Bah, toi, tu as fait la fresque, mais tu n'as pas été animateur. Moi, j'ai jamais fait. Je mets un cadre un peu plus large. Juste, je ne vous ai pas posé la question. Je fais quelques photos depuis tout à l'heure et pour la publication des réseaux sociaux, ça gêne personne ici. Non, c'est pas. Et si vous voulez les comptes qu'on est tagués? Ah ouais. Est-ce qu'on peut publier des photos aussi? Oui, vous inquiétez pas. C'est important ce qu'on fait. Enfin, c'est important d'échanger. Parce qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'avais une question. La place des femmes, c'est une question qui est très présente. J'ai l'impression à la COP cette année. C'est une question qui. Ouais. De différentes manières, vous en pensez quoi et concrètement dans les villes? Alors c'est dommage parce qu'on avait une collègue qui est spécialiste des. Enfin, On l'avait croisée rapidement. Élise Perrin-Nunez. On va parler ici. Ouais, voilà. Si, on l'a parlé rapidement. Mais... Oui, vous voulez dire, votre question elle concerne la COP ou de manière générale les À gens. Poitiers, concrètement. les deux. Ah oui. Alors moi dans la COP, honnêtement, j'ai pas été frappée par surreprésentation masculine. Je peux me tromper, mais notamment quand je suis allée voir les échanges techniques hier sur l'article 6, donc il y avait plus de rapporteurs techniques féminines que masculines. Mais après, c'est vrai que cette question c'est très important d'aborder ces deux questions-là de fond, les questions du climat et les questions de genre, parce que là encore, lorsqu'on va au bout des conséquences, souvent, c'est la double peine. C'est entre les populations les plus vulnérables qui subissent ce changement climatique et les femmes qui sont les premières à devoir assumer une lourdeur des tâches quotidiennes, à devoir en plus gérer les questions d'inégalité dans leur pays. Et à l'inverse, beaucoup de, pas forcément d'études, mais beaucoup de leaders pensent que s'il y avait plus de leadership féminin, on s'en sortirait mieux pour prendre des décisions collectives. Et ça, c'est subjectif de le dire, mais nous à Poitiers, je suis maire, on a une présidente de l'agglo qui est féminine, je sais pas comment dire. C'est un territoire féminin. C'est un territoire très féminin et je sens un esprit coopératif que je ressens moins lorsque ce sont des cercles majoritairement masculins. Je suis prudente comme vous le voyez parce que je trouve que de même qu'on ne souhaite pas tirer de généralité contre les femmes, je ne souhaite pas non plus essentialiser en fait. Il y a autant de manières de faire de la politique que de femmes en fait. Mais pour autant, mon expérience montre que on est parfois dans un esprit plus coopératif que des cercles majoritairement masculins. Voilà, je pense plutôt en termes d'espace politique qu'en termes d'individus pour cette question. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais, Si je peux rajouter quelque chose, en fait, avec Léna, on a suivi le thème justement genre et climat cette semaine. Et on a appris qu'il y avait un dispositif de secrétariat de l'ONU, si je ne me trompe pas, qui permettait de mesurer les personnes qui étaient impliquées au niveau du genre. Et du coup, en général, en fait, ce qui est remarqué, c'est que effectivement, il y a de l'équité en nombre, mais en fait, dès qu'on regarde la qualité, c'est-à-dire la prise de parole, c'est toujours. Mais ça, on le constate pas que dans les sphères climatiques. Clairement, j'avais fait quand j'étais conseillère régionale, on avait fait avec beaucoup l'exercice de mesurer le temps de parole. Ah oui, ça c'est impressionnant. 70% du temps de parole était, alors que c'est paritaire, parce que c'était listé, donc 70% du temps de parole était occupé par des hommes, et lorsqu'on arrivait aux questions techniques, comme le budget, c'est 90% du temps de parole par des hommes. Donc, non, mais clairement, c'est ça, c'est pour ça que les quotas, la parité, c'est bien. Les pratiques, il y a clairement, ça doit évoluer, mais même au niveau des médias, tous les chiffres qui sortent sont dramatiques là-dessus. Et oui, il y a un vrai combat. Dans les textes, si j'ai bien compris, dans les textes là de la COP, normalement, ils ont essayé de rajouter le côté qualitatif justement et d'encourager à faire participer les femmes, que ce soit pour les partis, dans la COP, dans l'ONU, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté
côté qualité, c'est-à-dire participation, qui a été rajouté pour pas que ce soit juste 50-50, mais qu'après on ait 80 ans de participation, etc. Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant de voir qu'au niveau mondial, c'est vrai. Oui, il y a un fort plaidoyer là-dessus. C'était pour un autre sujet que le genre, donc je ne sais pas si quelqu'un voulait. Moi, c'était plus par rapport à l'éducation climat, parce qu'avec lui, du coup, on fait partie d'une asso qui fait de la sensibilisation pour les scolaires. Et je voulais savoir si, du coup, à Poitiers ou dans la région, vous avez des exemples d'initiatives en termes d'éducation climat et biodiversité qui ont lieu. Est-ce que vous avez un réseau d'associations qui proposent des ateliers, des interventions? Oui, alors nous on est. C'est vrai que. En plus, moi je viens de l'éducation populaire, donc c'est un enjeu qui me tient particulièrement à cœur. On a un vrai engagement sur les questions d'éducation nature, avec à la fois tout ce qui est aménagement des espaces scolaires, etc., mais aussi vraiment approche pédagogique qui va avec. Et nous à Poitiers, on est assez sur. Notre angle c'est plutôt l'éducation dehors, éducation nature, c'est-à-dire une approche expérientielle, comme on dit, de l'éducation à l'environnement, quoi. Donc, ce qui passe avec le fait d'encourager les équipes des écoles à aller faire école dehors, à leur donner des outils pour le faire. Et on travaille avec des réseaux comme le Grain, comme le réseau Éduquer dehors, Jeunesse au plein air pour la partie du pop, les CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui propose plein d'outils pour aller que les sorties, pour faire en sorte que tout ce qui est sorti dans la nature soit pédagogique. Donc voilà, on est très. En tout cas, c'est là-dessus qu'on parie le plus. Après, ce qui n'empêche pas que d'autres sphères sont très importantes, l'éducation scientifique et technique. Je l'ai rencontré cet après-midi, mais on a un centre de culture scientifique et technique qui va faire des interventions dans les écoles pour diffuser les connaissances, les OGIEC, etc. Il y a tout ce qui est aussi éducation populaire. Une question intéressante, c'est comment est-ce qu'on allie l'éducation populaire, c'est-à-dire tout ce qui est l'éducation hors école, associatif, le périscolaire, les colonies de vacances, tout ça, comment est-ce qu'on fait aussi de ces espaces-là des outils pour faire avancer l'écologie. Et c'est encore en cours de construction pour nous, mais ce qui me semble important, c'est aussi d'offrir des espaces de parole collective sur ces questions-là. Par exemple, la question de l'éco-anxiété me tient beaucoup à cœur. On n'en parle pas du tout. En France, on n'en parle pas du tout, et j'ai eu la chance d'aller au Québec il y a quelques années et de recevoir une délégation québécoise quand j'étais là à la Nouvelle-Aquitaine. Eux, c'est hyper. Ils sont vraiment déjà. Ils se sont pleinement appropriés la question aussi, parce qu'il y a des populations qui sont clairement déjà touchées par ces questions-là. Par exemple, les populations d'Inuits au nord du Canada, déjà, leur habitat change en fait. Et ça crée une vraie éco-anxiété chez les jeunes. Il y a un taux de suicide monstrueux. C'était très impressionnant à découvrir pour moi, et donc ils ont déjà toute une approche pédagogique autour de la question de l'éco-anxiété, et je pense, j'aimerais vraiment que dans les années à venir, en tout cas au niveau de Poitiers, on arrive à se l'approprier pour créer des espaces de discussion pour les jeunes sur ces questions-là, pour un accompagnement approprié, alors sans trop médicaliser le truc, mais je pense que déjà si on crée des espaces d'échange, on règle une partie du problème. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace pour en parler. Même dans les écoles, je sais pas, moi, j'ai discuté avec des lycéens avant de partir, dit qu'en fait il n'y a aucun espace dans leur lycée pour en parler, et qu'en fait c'est aussi un frein à la mobilisation. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas en fait. Donc si juste on crée des espaces, aujourd'hui on parle du climat et de ce que ça génère comme inquiétude ou comme perspective, on crée de la mobilisation. Je sais pas si ça répond à votre question, mais voilà tout ce qui nous traverse dans notre action à Poitiers. Et pour les activités en plein air, c'est plus centré école primaire, ou ça monte aussi pour collège, lycée? Nous, en tant que ville, on est maternelle et primaire. Ouais. Pas trop agir pour les plus grands, sauf sur les sphères éduc-pop. Donc par exemple, on a un programme qui s'appelle Vacances pour tous. Et là, dans ce programme-là, on encourage clairement les vacances au plein air. Lorsqu'on choisit les acteurs avec lesquels on travaille, on favorise tous ceux qui font vivre les séjours au plein air. Et franchement, il faut vraiment reconnaître l'apport pédagogique de ça. Bon, je dis ça aussi parce que j'en viens, mais voilà, si mettre des enfants pendant une semaine dans des tentes, etc., c'est bête, mais ils apprennent à vivre avec le rythme de la nature. Mais le soleil se couche à cette heure-là, etc. Et c'est par une approche très très sensorielle qu'ensuite, c'est un vrai levier pour être conscient des enjeux de la protection de la nature. J'en suis convaincue. Donc on peut s'approprier d'autres espaces que ceux de l'école, mais c'est vrai que sur l'école, il y a déjà des énormes... franchement, on rame. Parce qu'aujourd'hui, on a des écoles qui ressemblent à des hôpitaux, en vrai. C'est des écoles hyper hygiénisées.
les parents ont peur que, là, on fait un bobo sur le genou, ça veut dire qu'il faut emmener le gamin à l'hôpital. Il faut apprendre à se détendre sur ces questions-là, apprendre aux parents que le risque zéro n'existe pas. Surtout que c'est pas grave d'aller se salir dans la nature, d'aller éventuellement se faire un bobo en grimpant à un arbre, c'est pas grave, voir c'est bien. Apprendre à nos équipes aussi que parfois, oui, ça peut. La principale réticence, c'est que ça va salir les cours, les cours et les salles de classe. Et du coup, nous avons introduit un moyen pédagogique qui est l'innovation du XXIe siècle qui s'appelle les chaussons. Quand on rentre, on enlève ses chaussures, on met les chaussons à la place. C'est bête, mais ça a résolu plein de problèmes depuis notre arrivée. C'est les petites adaptations comme ça, c'est un changement de logiciel, quoi. C'est pas un moyen ultra big, c'est un changement de logiciel. Moi j'ai une question. Si je dis pas de bêtises, vous avez la chance d'avoir aussi le vice-présidente du campus de la communauté. Ah non, justement, j'ai pas voulu. En tout cas, vous avez On a une majorité, on travaille en majorité à la communauté urbaine. Et du coup, mais ce qui n'est pas le cas. Il y en a quoi la communauté urbaine. Ah ok, j'avais compris. Ce n'est pas le cas. Et du coup, je voulais savoir la transition écologique, le climat, etc. C'est quoi le meilleur moyen ou l'échelle par rapport à la ville et la métropole ou communauté urbaine pour agir sur ce sujet? Franchement, je pense qu'il faut les deux et ça dépend de ce dont on parle. Si on parle de l'atténuation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit notre impact sur le climat, c'est la communauté urbaine, clairement, parce que dans ses compétences, ils ont l'énergie. Une communauté urbaine ou une métropole, c'est pareil. Ça, l'énergie, les transports, ces deux-là, rien que ces deux-là, c'est les principaux postes d'émissions carbone en France. Et la gestion de l'eau, ils ont les déchets aussi. Donc, lorsqu'on veut réduire l'impact carbone d'un territoire, c'est la communauté urbaine. Après, sur les questions d'adaptation, ce sont les villes qui sont en charge de tout ce qui est gestion et prévention des risques par rapport aux populations. Aménagement urbain, globalement, c'est les villes aussi. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ait des espaces de vie plus végétalisés, Les pistes cyclables aussi. Les pistes cyclables, c'est les deux. C'est compliqué. Le budget, c'est la communauté urbaine, mais la mise en œuvre, c'est les villes. Donc là, je dirais que c'est une alliance entre les deux, mais les villes peuvent agir sur les pistes cyclables. Et puis vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les questions culturelles, c'est les villes, c'est les maires qui sont les élus les plus connus des habitants concrètement, quoi. Donc, souvent, moi, même lorsque c'est la communauté urbaine qui prend des décisions, c'est moi qui dois en répondre auprès des habitants parce qu'ils ne savent pas en fait qui est en charge de compétences de quoi, machin. Donc, voilà. Et nous, la communauté urbaine, on est ce qu'on appelle en cogestion, c'est-à-dire que c'est pas politisé, dans l'exécutif sont représentées toutes les sensibilités politiques du territoire, des maires de droite, de gauche, du centre. Et c'est important aussi parce que c'est un espace pour construire du consensus autour de ces questions-là. En tout cas, nous, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des maires de petites communes rurales qui sont pas politisés sur ces questions-là. Et pourtant, on arrive à travailler ensemble pour faire avancer la transition énergétique, l'autonomie énergétique du territoire. Et c'est intéressant aussi pour ça, ces échelles-là. Moi j'avais une question par rapport aux synergies que vous créez avec les autres villes. Est-ce que vous cherchez principalement à créer des synergies, des partenariats, on peut appeler ça comme ça aussi, avec les villes qui sont proches de vous, donc dans la communauté de communes, ou est-ce que vous cherchez plutôt des villes qui ressemblent à Poitiers en termes de taille, en termes de population, qui se peuvent se trouver en France ou à l'étranger? Les deux, voire les trois. En fait, au niveau national, je dirais qu'on a plutôt un réseau avec les villes écolos, parce que du coup, on est plusieurs maires et équipes à avoir été élus depuis 1 an et demi, donc on en a à peu près tous au même stade dans nos mandats. Donc avec la mairie de Strasbourg, de Lyon, de Grenoble, où ils ont un temps d'avance de Grenoble, de Tours, on échange pas mal sur comment on s'entraide en fait, et on partage des expériences, que ce soit entre maires mais aussi entre élus. Il y a des réseaux d'élus sur chacune des politiques de porte. Après au niveau local, c'est très important aussi de parler aux petites communes de notre communauté urbaine, parce que là, il y a vraiment un travail de conviction à faire sur les convaincre que la transition écologique peut être dans l'intérêt du territoire. Et puis il y a un troisième niveau, moi dans lequel je m'investis, c'est on a le statut un peu spécifique de ville qui était capitale régionale avant, qui ne l'est plus maintenant. Avec la fusion des régions, la capitale est partie à Bordeaux. Et donc il y a vraiment un enjeu d'animer un réseau de villes de l'ex-Poitou-Charentes pour nous, des villes intermédiaires autour de nous. Donc là, ça ne vous parlera peut-être pas, mais Parthenay, Niort, La Rochelle, tout ce qui était des villes de l'ancien Poitou-Charentes, retrouver une alliance entre villes intermédiaires pour montrer qu'on pèse dans la région aussi à cette échelle territoriale. Et
du coup, quand vous parlez de coopération avec les autres villes, est-ce que c'est principalement partage d'expérience ou est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Alors sur les réseaux des villes écolos, c'est surtout partage d'expérience, parfois aussi plaidoyer commun, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la question des réfugiés afghans, par exemple, on s'est mis ensemble pour dire ok, ensemble on demande que l'État accueille plus de réfugiés parce que nous on a mis ensemble nos capacités d'accueil et voilà ce qu'on peut faire, quoi. Enfin, et du coup ça a plutôt marché parce qu'ensuite on nous a envoyé entre guillemets des réfugiés dans nos villes. Donc on peut aussi agir concrètement lorsqu'il s'agit de porter des demandes communes beaucoup plus fortes envers l'État. Et après, avec d'autres villes, il y a aussi des actions qui se font en commun. Par exemple, nous, à Poitiers, on travaille sur le budget vert. Ça n'existait pas avant, donc comment est-ce qu'on fait en sorte de mesurer l'impact de nos choix budgétaires sur le climat? On s'est mis avec d'autres villes écolos de la région pour travailler là-dessus, avec Bègles, par exemple, qui est la ville de Noël-Mamère, enfin aujourd'hui, mais qui était la ville de Noël-Mamère avant, Clément-Rossignol, avec et des plus petites villes, Saint-Mexan, Mel, qui sont dans les Deux-Sèvres, mais qui sont aussi des villes écolos. Donc, parfois, on travaille concrètement sur des sujets aussi ensemble, on mutualise nos moyens en fait pour les faire avancer. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais je suis sûre que ça existe. Et on est avec Lyon. Avec Lyon, avec Paris. Ouais, dans la coopération internationale aussi, on bosse ensemble sur les zones sur lesquelles on va se mobiliser. Là, c'était sur le Rojava en Syrie, par exemple, avec l'Union. Est-ce qu'il y a aussi des maires pas du tout écolo? Oui. Est-ce que ces personnes-là viennent aussi au COP pour aussi pousser des communautés, influencer? Des maires pas écolo, vous voulez dire? Ouais. Ah bon, bah ça, je laisserai cette interprétation. Déjà, il n'y a pas beaucoup de maires qui viennent en tant que maire. Enfin, oui, c'est vrai, c'est ce que vous disiez. Hier, j'étais avec... par exemple, à la rencontre à laquelle j'ai participé avec le secrétaire général des Nations Unies, il y avait le maire de Londres, parce qu'en fait, ils ont un réseau qui s'appelle C40, qui est les Cities 40, c'est les 40 plus grandes villes de la planète. Donc, eux, ils envoient des représentants. Il y a aussi... en tout cas, en France, il y a assez peu de maires qui viennent tout court, et ceux qui viennent sont plutôt des maires écolos. Mais en fait, il n'y a pas que les maires qui comptent, quoi. Enfin, je veux dire, nous on a rencontré beaucoup d'élus qui ne sont pas maires mais qui sont en charge soit de la transition écologique, soit des questions internationales. Et par exemple, on a passé tout un temps avec un élu d'Angers qui est pas du tout une ville écolo et pourtant qui est super engagé sur les questions climatiques, y compris au Sahel, qui est l'une des zones les plus touchées. Donc lorsqu'on sort un peu des questions d'affichage, les élus qui travaillent, il y en a qui travaillent dans toutes les collectivités, toute sensibilité politique. C'est pas ceux qu'on voit le plus, mais ils sont là. Oui, et puis comme tu disais en fait au début, c'est vrai que du coup les maires quand ils viennent c'est souvent au nom d'un réseau ou autre chose, c'est pas au nom de la mairie. Si, c'est au nom de la mairie, mais c'est au nom de l'équipe municipale. Ouais, quoi. ouais. Voilà, nous en plus c'est un soutien, quoi, un travail collectif, chacun sa délégation et qui est-ce qui est le... Enfin, il y a beaucoup de tables rondes thématiques pour parler de transition énergétique, pour parler de... Voilà, et qu'est-ce qui est le mieux placé pour parler de ces sujets-là? C'est les élus qui portent. On a rencontré les élus de Lyon, par exemple, qui étaient en charge de tout ce qui est alimentation, etc. Bon, je pense qu'ils en parlaient mieux que le maire de Lyon, et c'est pas du tout une critique. Moi, je pense que oui, elle est mieux placée pour parler des techniques de coopération internationale. Sur ce sujet-là, ça marche pas trop. Pas sur la COP. COP. Oui, parce que là, je viens parler de climat, mais lorsqu'on parle de qu'est-ce qu'on fait concrètement avec la COP. Vous parliez d'éducation populaire tout à l'heure. Oui. Ça revient un peu sur ce qu'on a dit avant, mais du coup, est-ce que vous faites aussi des choses qui vont au-delà de l'éducation populaire et des jeunes pour aller voir les adultes, ceux qui votent, ceux qui ont un impact vraiment immédiat sur les campagnes, les présidentielles qui arrivent, pour justement arriver à faire une prise de conscience chez les adultes aussi? Parce qu'en fait, le problème c'est que les jeunes, on en parlait avec des intervenants un peu partout, et ils nous disaient que de toute façon, si on sensibilise les jeunes, quand eux ils auront de quoi voter, ce sera déjà trop tard. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une campagne qui doit être mise orientée vers les adultes pour qu'eux aussi soient sensibilisés à ça? Parce que en fait on a loupé des générations comme ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ce point de vue-là, parce que là, il y a quelque chose que j'en ai marre d'entendre, c'est les jeunes, vous nous rassurez. Vous
d'être gentil, mais c'est nous pas le rôle aussi. des, c'est pas le rôle des enfants de rassurer les parents, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, déjà le message à force est pénible, et en plus, effectivement, on va perdre la bataille du temps si on continue à penser comme ça. Donc, je suis d'accord sur le constat. Sur le comment faire, c'est plus difficile. Alors, j'ai vu qu'il y avait une association des grands-parents pour le climat, un truc comme ça qui s'était monté en France, mais je trouve ça chouette parce que clairement, l'argument qui convainc le mieux les gens pour s'engager pour l'écologie, c'est si vous pensez à vos petits-enfants, vous faites quoi? Voilà quoi. Mais comment mobiliser spécifiquement la génération politique et pas que pour qu'ils, enfin, les électeurs, les citoyens en âge adulte, c'est compliqué d'avoir des actions ciblées, quoi. Enfin, mais bon, le fait qu'on ait des grandes villes qui aient été acquises pour l'écologie, alors là je parle du côté partisan, c'est un signe que les temps changent, quoi. Enfin, quand on voit les débats politiques, la question n'est quand même oui, pas... j'ai fait un petit... Quand on voit les débats politiques, c'est quand même pas quelque chose qui est partout et c'est pas vraiment débattu ces questions-là. Et c'est vrai que ça prouve qu'elle est quand même pas globale. Oui, mais là vous touchez le doigt, à mon sens, le problème des médias, quoi. C'est-à-dire que plus ça va, plus je constate qu'il y a un décalage énorme entre les débats politiques qu'on entend sur tous les médias et en fait la réelle préoccupation des gens, quoi. Et c'est ce que montrent les derniers sondages, enfin pas les sondages, mais des enquêtes d'opinion qui sont parues sur qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens, c'est le climat. Je suis pas naïve, hein, il y a, nous, ce qui nous embête le plus au quotidien, c'est les voitures, les machins, mais c'est... les médias ont un rôle à jouer dans la conscientisation de toute la population sur ces questions-là, et je suis d'accord qu'on n'en parle pas assez. Et vous ne pensez pas que c'est aussi votre rôle de faire des campagnes plus à l'échelle de la ville On le fait. Et du coup, justement, c'était ma question, c'est de savoir ce que vous faites pour justement sensibiliser les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. C'est tout le temps. Enfin, ouais. Moi, j'accorde une grande importance à la communication, à dire ce qu'on fait, enfin faire ce qu'on dit, mais dire ce qu'on fait aussi, quoi. C'est pour ça que, par exemple, à la COP, l'importance qui était, enfin, c'est un exemple, mais l'important c'était d'être là, mais c'était aussi de se servir du fait d'être là pour clairement sensibiliser. Et du coup, j'ai beaucoup communiqué, plein d'interviews dans la presse locale. On a fait des dossiers, voilà, un Poitiers Magazine spécial avec Jean Jouzel qui était le grand témoin. Enfin, et ça, c'est un truc qui arrive dans toutes les boîtes aux lettres. Enfin, non, mais ça semble. C'est à l'échelle d'une ville, donc ça reste modeste. Et en même temps, tout le monde dans sa boîte aux lettres ce mois-ci a eu Jean Jouzel qui nous explique pourquoi il y a une urgence climatique, quoi. Et ça, c'est important, quoi. Enfin, et on a fait... Et la réflexion sur la place du climat. Et voilà, on va former... un autre exemple, c'est on va former toutes nos équipes techniques. On a 3500 agents qui ne sont pas formés à l'écologie, clairement. On va les former petit à petit, mais pour qu'ils aient une sensibilité partagée avec nous, pour qu'eux aussi diffusent dans toute leur politique ces questions-là. Avec la presse, du coup. C'est ce que je disais, oui. On a rencontré des étudiants de Poitiers qui ont été formés, qui ont proposé de nous former. Donc nous, élus, on ne l'a pas encore vécu, donc on va le faire avec eux. Ça va être à construire au retour de la COP, mais j'aimerais vraiment qu'on arrive à former au-delà de nous, quoi. Ceux qui font, c'est les techniciens, franchement. Et ça, c'est important de le dire aussi, je crois. Il y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu aussi à former les techniciens parce que même si nous on impulse une politique écolo, ça diffuse encore mieux quand les personnes qui font ont aussi cette sensibilité-là et cette connaissance-là et cette expertise-là. C'est vrai. C'est juste. Cet été, vous avez les journées d'été du coup des écolos à Poitiers. Vous étiez là? On n'a pas pu venir malheureusement. Vous avez compris quelque chose. Tu peux parler plus fort, Émile, s'il te plaît. Du coup, je disais qu'il y avait les journées d'été des écolos cet été à Poitiers. C'était organisé avec le parti écolo écologiste. Et ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'il y avait 3000 personnes. Là, en ce moment, c'est 30 000 personnes sur 2 semaines. On n'accueillera pas la COP à Poitiers. Je peux vous dire un truc. C'est ça la question. Mais, la logistique, elle est beaucoup plus critiquée ici. Peut-être que vous avez pensé. Qu'à Poitiers? Oui. J'adore le coup. Non, mais au niveau juste de l'alimentation ou des déchets, c'est pas du tout pareil. Je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis d'accord avec vous. L'un des premiers messages, c'est l'exemplarité. On ne peut pas être crédible si on n'est pas exemplaire dans ses propres pratiques d'élus et les événements qu'on organise. C'est pour ça qu'on est venu en train. Bon, alors, depuis Poitiers, c'est pas un exploit en vrai, mais j'ai eu à cœur pour revenir à la communication, se servir de ça pour dire qu'en fait c'est pas la mort de prendre le train, c'est au contraire c'est une chouette.
Et c'est vrai qu'au JDE, on avait mis un point, enfin, moi j'étais pas dans l'équipe d'organisation, mais ça nous semblait mais évident qu'il fallait que l'organisation de l'événement soit en accord avec nos valeurs, donc que pas de jetable, que du local en termes de nourriture, enfin, un événement en plein air, pour rejoindre ce que je disais. Ici, non, il y a des contradictions tous les mètres ici. Il n'y a que de la malbouffe en fait, il n'y a que des burgers à manger, c'est difficile de trouver du VG. Bon, les éco-cups c'est bien, par contre, on aime bien le système. Mais bon, vu la Formule 1 qui vient de faire rouler. Donc voilà, quoi, faut être bien fait. Niveau énergie aussi, à mon avis, on a. Je pense que le chauffage, il y a eu des études sur l'impact carbone de la COP. Ouais, j'ai trouvé ça sur Twitter. Je sais pas, mais ils ont représenté ça par des espèces d'énormes cubes en fait qui représentent toutes les émissions carbone générées et ça se voit depuis l'espace en fait. Je pense qu'on a grillé notre budget carbone à ce moment-là. Pardon, du coup, tu peux. C'est un petit quart d'heure avec mais non, je pensais que mélanger. Le problème, c'est que même les gens ici, ils savent pas acheter. Est-ce que vous avez encore des questions? En fait, moi, c'était par rapport. En fait, c'était au tout début quand vous parliez des municipalités, enfin, des écoles qui font l'école dehors en nature. Ouais. En fait, je voulais savoir si ça a un rapport, parce qu'on a vu que vous étiez éclaireuse. Ouais. Est-ce que ça a un rapport pour vous Oui. L'éclaireuse humaniste, c'est ça a un rapport. Oui, enfin, c'est pas moi qui ai inventé l'éducation dehors. Enfin, c'est un mouvement. C'est un mouvement national qui existe par ailleurs depuis longtemps. Il y a un réseau. Je sais plus, c'est réseau éduqué dehors ou école et nature. Enfin, il y en a plusieurs. Mais ça fait longtemps qu'il y a des éducateurs qui se mobilisent sur ces questions-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai une appétence particulière pour cette approche-là parce que je sais que ça a marché pour moi. Enfin, je veux dire, j'aurais pas eu une telle sensibilité pour l'écologie si j'avais pas passé des semaines en pleine nature avec des principes forts qui sont que lorsqu'on arrive dans un champ, on s'installe pour 15 jours et lorsqu'on part, on laisse dans le même état qu'on l'a trouvé en arrivant. C'est un principe politique, ça en soi. Ça devrait être ça pour la planète, quoi. Enfin, et ça a eu tellement d'importance pour moi et pour les gens autour de moi qu'effectivement, aujourd'hui, je parie beaucoup là-dessus pour les approches éducatives qu'on défend sur la ville de Poitiers. Mais c'est pas que dans les espaces qui sont ceux des éclaireuses et éclaireurs, quoi. C'est dans tous les espaces éducatifs. Est-ce que le fait d'être éclaireuse unioniste, ça vous a engagé quelque part et ça a débuté votre engagement politique est-ce que c'est... Oui, c'est sûr. Pas forcément pour l'écologie en premier lieu, parce que ce qui m'a le plus apporté, c'est le fait de... D'une part, c'est une pédagogie où on est incité à prendre des responsabilités très jeunes. En gros, dès 12 ans, on est responsable d'une équipe. Ensuite, petit à petit, on monte en responsabilité. Et donc, voilà, ça donne confiance pour prendre des responsabilités dans d'autres sphères ensuite. Et ça, c'est vraiment ça le premier rapport. Et aussi, ça donne confiance parce qu'on nous fait comprendre qu'on a confiance en nous, quoi. On est encouragé pour le faire, quoi. Il y a le principe qui s'appelle celui de la confiance a priori, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire nos preuves pour qu'on nous fasse confiance. Et du coup, ça m'a permis d'oser faire plein de choses dans d'autres sphères, enfin, alors que certains ont besoin d'attendre de 15 ans avant de pouvoir oser accepter une proposition qu'on nous fait, par exemple d'être candidat. Moi, j'étais habituée au milieu plutôt bienveillant, donc j'ai dit ok. Après, bon, je me suis rendu compte que c'était un peu requin la politique, mais de base, mon réflexe était de dire ok, j'y vais. Tandis qu'il y a beaucoup de femmes notamment qui se mettent énormément de barrières sur le fait de dire je suis pas capable, de jeunes femmes. Mais voilà, c'est surtout ça que ça m'a apporté, la responsabilité, la confiance. Enfin, pas la confiance forcément en moi, mais la confiance en l'accompagnement du groupe. Et puis après coup, je me suis rendu compte que, ah mais oui, en fait pour l'écologie aussi, clairement ce qu'on fait de manière naturelle chez les scouts, c'est ça en fait, c'est vivre dans la nature de manière respectueuse, sans rejeter des trucs dégueulasses, etc. C'est un projet politique en soi. Oui, je suis désolée, du coup je vais... Est-ce qu'on peut faire des photos? Oui. Oui.